À 17h20 le 21 janvier 1969, les systèmes de sécurité automatique ont déclenché une alarme au plus profond des Alpes suisses. À l'intérieur d'une caverne renforcée creusée dans la roche, les détecteurs de rayonnement ont enregistré des niveaux qui auraient tué un être humain en moins d'une heure. Le réacteur nucléaire expérimental de Lucens venait de subir le pire accident atomique de Suisse, mais les opérateurs ne savaient pas que leur réacteur était déjà en train de mourir. Avant de plonger dans le vif du sujet, pensez à liker et à vous abonner. L'histoire commence 3 mois plus tôt, le 24 octobre 1968. Les équipes de maintenance du réacteur expérimental de Lucens effectuaient des travaux de routine sur les soufflantes de dioxyde de carbone du système de refroidissement. Ces énormes ventilateurs faisaient circuler le gaz à travers le cœur du réacteur à une pression 50 fois supérieure à la pression atmosphérique. Les soufflantes utilisaient des joints mécaniques lubrifiés à l'eau. Ces joints ont cédé. De l'eau a commencé à s'infiltrer là où elle n'aurait jamais dû aller. Goutte après goutte, elle s'est infiltrée dans le circuit de dioxyde de carbone sous pression. Les opérateurs étaient au courant de la fuite. Ils l'ont documentée. Ils prévoyaient de la réparer plus tard. Le réacteur a continué à fonctionner. Le 11 décembre 1968, les ingénieurs ont effectué un test des ventilateurs, poussant l'eau accumulée plus profondément dans le système. Le liquide de refroidissement contaminé s'est écoulé directement dans le canal de combustible 59, où se trouvaient des barres d'uranium enveloppées dans un gainage en alliage de magnésium. L'eau et le magnésium ne se mélangent pas. Pendant 65 jours, l'élément combustible 59 est resté immergé. Le gainage en magnésium a commencé à se corroder, lentement au début, puis plus rapidement. Le métal s'est dissous. Des débris se sont accumulés. Les fines particules se sont déposées comme des sédiments, bloquant le flux de dioxyde de carbone dans la partie inférieure de l'assemblage combustible. Sans refroidissement adéquat, les barres d'uranium ont commencé à surchauffer. Le 21 janvier 1969, à 4h23 du matin, le réacteur de Lucens a atteint la criticité pour la dernière fois. Les neutrons ont fendu les atomes d'uranium. La chaleur s'est accumulée. Le cœur endommagé a commencé à produire de l'énergie. Les opérateurs n'avaient aucune idée qu'ils démarraient un réacteur avec un assemblage combustible en fusion. Pendant près de 13 heures, le réacteur endommagé a atteint sa puissance nominale, 12 MW thermiques. Du dioxyde de carbone chaud circulait à travers 73 éléments combustibles. 72 fonctionnaient normalement. L'élément 59 était en train de se désagréger. À 17h14, le réacteur a atteint sa pleine puissance. 6 minutes. Plus tard, les détecteurs de contamination ont déclenché un arrêt d'urgence automatique. Les barres de contrôle se sont enfoncées dans le cœur, arrêtant la réaction nucléaire. Mais il était trop tard. 2 explosions rapides ont secoué la caverne souterraine. Le tube de pression contenant l'élément combustible 59 s'est rompu comme un tuyau qui éclate. De l'uranium fondu, des débris radioactifs et 1100 kilos d'eau lourde ont été projetés dans la salle du réacteur. La caverne s'est remplie d'un nuage radioactif. Pendant 15 minutes, du dioxyde de carbone contaminé et des produits de fission se sont échappés directement dans l'espace confiné. Les niveaux de radiation ont atteint un pic d'un sievert par heure, suffisant pour délivrer une dose potentiellement mortelle en 60 minutes. Le système de ventilation était devenu une voie d'accès pour la catastrophe. À 17h58, les procédures d'urgence ont activé l'échappement filtré. 22 minutes plus tard, toute ventilation s'est complètement arrêtée. Le personnel de la salle de contrôle a enfilé des masques à gaz. À l'extérieur, les équipes de surveillance n'ont détecté qu'une légère augmentation de la radioactivité. L'emplacement souterrain a sauvé la Suisse d'une catastrophe. La roche molasse solide a contenu la contamination. Mais à l'intérieur de la caverne, toutes les surfaces étaient désormais radioactives. Le réacteur expérimental était détruit. Le rêve d'indépendance énergétique de la Suisse s'était transformé en cauchemar enfoui sous la pierre. Les opérateurs avaient, sans le savoir, mis en marche un réacteur qui était déjà mort. La question n'était pas de savoir pourquoi il avait échoué. La question était de savoir comment une installation de pointe avait pu fonctionner pendant des mois avec un cœur en fusion, sans que personne ne s'en aperçoive, jusqu'à ce qu'elle explose. La Suisse avait bâti son avenir nucléaire sur un mensonge.
Le réacteur de Lucens représentait plus qu'une expérience. Il incarnait l'indépendance technologique de la Suisse. Un réacteur conçu dans le pays, utilisant l'ingénierie suisse, l'uranium suisse et l'ambition suisse. L'objectif, prouver qu'une petite nation pouvait maîtriser l'atome sans dépendre de l'étranger. Énergie Ouest Suisse exploitait l'installation. Le gouvernement fédéral assurait la surveillance. Tout le monde pensait que la conception était solide. Le 23 décembre 1968, moins d'un mois avant l'accident, les autorités suisses ont délivré l'autorisation d'exploitation définitive pour Lucens. La Betriebsbewilligung définitive autorisait Énergie Ouest Suisse à faire fonctionner le réacteur à pleine puissance. Les documents administratifs semblaient parfaits. Les inspections étaient terminées. Le réacteur était prêt pour une démonstration commerciale. Personne ne mentionna les fuites d'eau. La conception de Lucens semblait ingénieuse. Le dioxyde de carbone refroidissait le combustible uranium. L'eau lourde modérait la réaction nucléaire. L'uranium naturel éliminait le besoin d'installations d'enrichissement coûteuses. L'ensemble du réacteur était enfoui dans la roche solide, offrant ainsi un confinement naturel. La Suisse l'appelait sa gamme de réacteurs suisses, une voie vers l'indépendance énergétique qui pouvait être exportée dans le monde entier. La conception présentait un défaut fatal. Des joints lubrifiés à l'eau protégèrent le circuit de dioxyde de carbone à haute pression. Ces joints étaient censés empêcher toute contamination. Lorsqu'ils ont cédé en octobre, l'eau a commencé à se mélanger au liquide de refroidissement du réacteur. Les opérateurs ont documenté le problème. Ils ont programmé des réparations. Ils ont continué à exploiter le réacteur. L'eau a continué à s'écouler dans le canal de combustible 59. Une gaine en alliage de magnésium protégeait les barres de combustible d'uranium. Dans le dioxyde de carbone sec, le magnésium fonctionne parfaitement. Exposé à l'eau, il se corrode rapidement. La réaction chimique produit de l'hydrogène gazeux et des débris d'oxyde de magnésium. Pendant 65 jours, ce processus s'est poursuivi à l'intérieur de l'élément combustible 59. Le métal s'est dissous. Les particules se sont accumulées. Les débris ont agi comme un barrage, bloquant le flux de dioxyde de carbone dans la partie inférieure de l'assemblage combustible. Sans refroidissement, l'uranium a commencé à fondre. Le 21 janvier 1969. Les opérateurs ont démarré leur réacteur en pensant que tout était normal. La puissance a augmenté régulièrement pour atteindre 12 MW. Les relevés de température semblaient stables dans 72 des 73 canaux de combustible. Le canal 59 affichait des chiffres différents, mais les écrans de la salle de contrôle n'ont pas signalé cette anomalie. Les systèmes d'alerte n'étaient pas assez sensibles pour détecter la surchauffe localisée. Les alarmes sont restées silencieuses. Le réacteur a continué à monter en puissance jusqu'à atteindre sa pleine puissance. À 17h14, le réacteur a atteint sa puissance thermique nominale. À l'intérieur de l'élément combustible 59, les températures ont dépassé les limites prévues. Le revêtement en magnésium s'est ramolli. Le combustible à l'uranium a commencé à fondre. 6 minutes plus tard, les détecteurs de contamination se sont enfin déclenchés. Le système d'arrêt automatique a enfoncé les barres de contrôle dans le cœur, arrêtant la réaction nucléaire en chaîne. Mais le combustible endommagé a continué à générer de la chaleur de désintégration. La fusion s'est accélérée. 2 explosions ont secoué la caverne souterraine. Le tube de pression contenant l'élément combustible 59 s'est rompu de manière catastrophique. Des débris en fusion, des gaz radioactifs et 1100 kg d'eau lourde se sont déversés dans la salle du réacteur. Les niveaux de radiation ont atteint un sievert par heure. Un être humain pouvait absorber une dose potentiellement mortelle en 60 minutes. Le personnel de la salle de contrôle a activé les procédures d'urgence. Des masques à gaz ont été distribués. Les systèmes de ventilation sont passés en mode filtré, puis ont été complètement arrêtés pour empêcher les rejets radioactifs. À l'extérieur de la caverne, des équipes de surveillance d'Énergie Ouest Suisse et de l'Institut fédéral de recherche sur les réacteurs se sont déployées dans la campagne vaudoise. Ils n'ont presque rien trouvé. L'emplacement souterrain avait contenu la catastrophe. La roche molasse solide a empêché des rejets radioactifs importants. La surveillance hors site n'a détecté qu'une légère augmentation du rayonnement de fond. Les doses publiques sont restées inférieures à 1 millième de millisievert,
moins de 5% de l'exposition annuelle au rayonnement de fond. La Suisse a évité une catastrophe grâce à un hasard géographique. Mais au sein des sièges sociaux des entreprises et des bureaux gouvernementaux, une autre crise se profilait. Le programme de réacteurs expérimentaux représentait un investissement massif et le prestige national. L'accident menaçait toute la stratégie nucléaire de la Suisse. Énergie Ouest Suisse a dû faire face à des questions délicates. Comment un réacteur pouvait-il fonctionner pendant des mois avec un assemblage combustible en fusion? Pourquoi les systèmes d'alerte n'avaient-ils pas détecté le problème plus tôt? La réponse initiale de l'entreprise était prévisible. Dysfonctionnement technique, circonstances imprévisibles, aucun risque significatif pour le public. La Suisse n'était pas seule dans ses ambitions nucléaires. La Grande-Bretagne, la France et le Canada développaient des réacteurs de conception similaires. Les réacteurs à eau lourde promettaient un rendement énergétique et une flexibilité opérationnelle. Mais les concurrents internationaux ne subissaient pas de fusion partielle dans leurs installations expérimentales. L'accident de Lucens menaçait de compromettre la crédibilité nucléaire de la Suisse au moment même où le programme prenait de l'ampleur. La technologie des réacteurs nationaux semblait soudainement peu fiable par rapport aux modèles américains à eau légère qui avaient fait leurs preuves. La question à laquelle étaient confrontées les autorités suisses était claire: poursuivre avec la technologie nationale ou abandonner le rêve d'indépendance nucléaire. La réponse allait redessiner l'avenir énergétique de la Suisse pour les décennies à venir. L'enquête a commencé avant même que les radiations ne se stabilisent. Andreas F. Fritsche, directeur technique de l'Institut fédéral de recherche sur les réacteurs, a dirigé l'équipe d'experts. Sa mission: déterminer comment la centrale nucléaire la plus avancée de Suisse avait subi une fusion partielle sans que personne ne s'en aperçoive avant l'explosion. Il fallut 10 ans pour compiler les réponses. À l'intérieur de la caverne de Lucens, les enquêteurs furent confrontés à une contamination radioactive massive. Toutes les surfaces présentèrent des niveaux dangereux. L'équipement était détruit. La cuve du réacteur était percée. 1100 kg d'eau lourde s'étaient mélangés aux débris de combustible fondus sur le sol. La caverne était devenue un tombeau radioactif. Des équipements de découpe à distance ont découpé les tuyaux contaminés. Des conteneurs blindés ont permis de contenir les débris les plus dangereux. Les travailleurs ont opéré par roulement, limitant ainsi leur exposition aux radiations. Le nettoyage allait durer 4 ans. L'équipe de Fritsche a reconstitué étape par étape la séquence de la défaillance. Infiltration d'eau à partir du 24 octobre. Accélération de la corrosion du magnésium en novembre et décembre. Accumulation de débris bloquant le flux de refroidissement. Surchauffe locale dans l'élément combustible, 59. La chronologie était accablante. Pendant 65 jours, les opérateurs avaient fait fonctionner un réacteur avec un assemblage combustible corrodé. Des signes avant-coureurs existaient, mais ils n'ont pas été reconnus. Les anomalies de température ont été enregistrées, mais n'ont pas fait l'objet d'une enquête. Le système conçu pour prévenir les accidents avait systématiquement échoué. Énergie Ouest Suisse a dû faire face à une pression croissante. Comment une compagnie d'électricité pouvait-elle exploiter un réacteur nucléaire pendant des mois sans détecter les dommages causés au combustible? Pourquoi les systèmes de sécurité de secours n'étaient-ils pas plus sensibles? La réponse de la compagnie a mis l'accent sur la complexité technique et les circonstances imprévisibles. Les défaillances des joints n'étaient pas prévisibles. L'infiltration d'eau n'a pas pu être évitée. L'accident résultait de conditions extrêmes dépassant les paramètres normaux de conception. Les enquêteurs n'étaient pas d'accord. Avant de replonger dans le sujet, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui. Si cette histoire vous intéresse, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. L'accident de Lucens a révélé les faiblesses fondamentales de la technologie des réacteurs suisses. Alors que d'autres pays développaient des réacteurs à eau légère dont la sécurité avait fait ses preuves, la Suisse avait opté pour une conception expérimentale avec des composants non testés. Les réacteurs à eau lourde promettaient une grande efficacité. Le refroidissement au dioxyde de carbone offrait une grande simplicité. L'uranium naturel éliminait les coûts d'enrichissement. Mais cette combinaison s'est avérée fragile. Le démantèlement du réacteur détruit a nécessité des techniques innovantes. Des outils de coupe télécommandés ont découpé les tuyaux radioactifs. Des conteneurs spécialisés ont transporté les composants contaminés. Les travailleurs ont mis au point de nouvelles méthodes de protection pour manipuler les débris de combustible fondu.
72 éléments combustibles intacts ont été expédiés en Belgique pour être retraités. Le modérateur à eau lourde a été décontaminé et vendu. Tout le reste est devenu des déchets radioactifs. Le processus a consommé des ressources équivalentes à la construction d'un nouveau réacteur. Au niveau international, l'accident de Lucent est devenu une étude de cas sur les défaillances de la surveillance nucléaire. Comment un réacteur expérimental pouvait-il fonctionner avec une intégrité du combustible compromise? Pourquoi les problèmes d'infiltration d'eau n'ont-ils pas été traités immédiatement? L'incident a mis en évidence des lacunes dans l'autorité de régulation. Énergie Ouest Suisse détenait la licence d'exploitation. L'Institut fédéral assurait la surveillance technique. Mais la responsabilité des décisions en matière de sécurité restait floue. Personne ne voulait être tenu responsable de la catastrophe nucléaire suisse. Les dirigeants politiques suisses ont dû faire face à des questions délicates. Le gouvernement avait promu l'énergie nucléaire comme un moyen d'accéder à l'indépendance. Les autorités fédérales avaient approuvé la conception du réacteur. Des fonds publics avaient soutenu le programme expérimental. Les politiciens de l'opposition ont exigé des comptes. Qui a autorisé la poursuite de l'exploitation après les fuites d'eau? Pourquoi des systèmes de surveillance plus sensibles n'ont-ils pas été exigés? Le parti au pouvoir a mis l'accent sur les leçons apprises et l'amélioration de la surveillance. L'impact pratique a été immédiat. La Suisse a abandonné son programme national de réacteurs. Les futures centrales nucléaires utiliseraient la technologie éprouvée des réacteurs à eau légère américains. Besnau, Gösgen et Leibstadt s'appuieraient sur des conceptions importées. L'indépendance énergétique est devenue le pragmatisme énergétique. Les services publics suisses ont acheté des réacteurs à Westinghouse et General Electric. Le rêve d'exporter la technologie nucléaire suisse s'est évanoui dans la caverne de Lucens. Le rapport final de Fritzsche a été publié en 1979. 10 ans après l'accident, les enquêteurs ont rendu leur verdict officiel. Des défaillances des joints d'étanchéité ont provoqué une corrosion systématique qui a entraîné un blocage du liquide de refroidissement et une surchauffe du combustible. L'accident aurait pu être évité. De meilleurs systèmes de surveillance auraient pu détecter l'infiltration d'eau. Des procédures d'arrêt immédiat auraient pu empêcher l'endommagement du combustible. Des alarmes plus sensibles auraient pu déclencher une intervention plus rapide. Mais ces recommandations sont arrivées trop tard pour les ambitions nucléaires de la Suisse. L'accident de Lucens a influencé les réglementations nucléaires internationales. L'échelle internationale des événements nucléaires a par la suite classé l'incident au niveau 4, un accident avec des conséquences locales. Moins grave que Tchernobyl ou Fukushima, mais suffisamment important pour remodeler les protocoles de sécurité dans le monde entier. Les conceptions modernes des réacteurs intègrent les leçons tirées de la catastrophe souterraine suisse. En mars 1995, le site de Lucens a été en grande partie déclassé. Seule une petite installation de stockage de déchets est restée sous surveillance nucléaire. La caverne qui abritait autrefois l'avenir nucléaire de la Suisse est devenue un site patrimonial. En 2003, les derniers déchets radioactifs ont été transportés vers un site de stockage central. L'année suivante, les autorités fédérales ont libéré le site de la législation nucléaire. Les chambres souterraines où l'uranium fendait autrefois les atomes servent aujourd'hui à stocker du vin. La Suisse exploite aujourd'hui 5 réacteurs nucléaires. Tous utilisent la technologie de l'eau légère importée. Tous intègrent des systèmes de sécurité qui auraient pu empêcher l'accident de Lucens. Mais la caverne souterraine près de Lucens sert de rappel permanent. L'énergie nucléaire exige le respect tant de la promesse de l'atome que de son danger. Le réacteur expérimental, qui était censé mettre en valeur l'ingénierie suisse, a plutôt démontré les conséquences de la prise de raccourcis dans le domaine de la technologie nucléaire. Certaines expériences sont trop dangereuses pour échouer. 34 ans après l'accident, les derniers vestiges de la catastrophe nucléaire suisse ont finalement quitté Lucens. Septembre 2003. Un convoi de véhicules de transport spécialisés a transporté 300 tonnes de déchets radioactifs sur 160 km vers le nord-est, jusqu'au site de stockage provisoire Zuidweilag, à Vurenlingen. Le dernier chapitre du nettoyage de Lucens se refermait, mais l'héritage resterait à jamais. Les déchets représentaient tout ce qui ne pouvait être décontaminé. Le béton de la caverne du réacteur, les tuyaux qui avaient transporté le liquide de refroidissement radioactif,
Les équipements qui avaient été exposés aux débris de combustible fondu. Chaque conteneur a été catalogué, contrôlé et scellé pour un stockage permanent. La Suisse a appris à ses dépens le véritable coût des accidents nucléaires. 2004. Le Conseil fédéral a officiellement exempté le site de Luçance de la législation nucléaire. Après 35 ans, la caverne souterraine n'était plus classée comme installation nucléaire. Cette transformation juridique était symbolique. Le premier site d'accident nucléaire de Suisse était devenu un simple bien immobilier. Mais les traces de la catastrophe subsistaient. 2011. Les scientifiques de l'Office fédéral de la santé publique ont détecté des niveaux élevés de tritium dans les eaux d'infiltration près de l'ancien site du réacteur. L'isotope radioactif de l'hydrogène s'échappait de la contamination résiduelle profonde dans la roche. Les niveaux restaient inférieurs aux limites réglementaires, mais ils prouvaient que les accidents nucléaires laissent des traces indélébiles. L'échelle internationale des événements nucléaires a rétroactivement classé Luçance au niveau 4, un accident ayant des conséquences locales, pas aussi grave que la catastrophe de Tchernobyl, classée au niveau 7, ou la contamination à grande échelle de Fukushima, mais suffisamment important pour remodeler les protocoles internationaux de sécurité nucléaire. La catastrophe souterraine suisse était devenue un cas d'étude mondial. Aujourd'hui, la Suisse exploite 5 réacteurs nucléaires, Besnau 1 et 2, Gösgen, Leibstadt. Tous utilisent une technologie éprouvée de réacteurs à eau légère importés des États-Unis. Aucun n'utilise la conception expérimentale à eau lourde qui a échoué à Luçance. Le rêve d'indépendance nucléaire de la Suisse est mort dans cette caverne souterraine. Le site de Luçance a trouvé une nouvelle vocation. Les galeries souterraines qui abritaient autrefois des assemblages de combustible à l'uranium stockent désormais du vin. Les chambres en béton qui ont été le théâtre du pire accident nucléaire de Suisse sont devenues des espaces de stockage commerciaux. Les visiteurs peuvent visiter les installations. Peu d'entre eux se rendent compte qu'ils marchent sur les lieux d'une fusion partielle. Les étudiants en ingénierie du monde entier étudient l'accident de Luçance. L'incident est abordé dans les cours sur la sécurité nucléaire et les programmes de formation à la réglementation. La séquence de défaillance, infiltration d'eau, corrosion, blocage, surchauffe, est devenue un exemple type de défaillance en cascade d'un système. La catastrophe suisse enseigne aux futurs ingénieurs ce qui se passe lorsque plusieurs dispositifs de sécurité tombent simultanément en panne. Luçance n'a pas la notoriété de Tchernobyl, 3 Mile Island ou Fukushima. L'emplacement souterrain a permis de contenir la contamination. Aucune évacuation n'a été nécessaire. Les répercussions sur la santé publique ont été négligeables, mais la défaillance technique a été totale. Un réacteur conçu pour démontrer la compétence nucléaire suisse a plutôt prouvé les dangers d'une technologie expérimentale exploitée sans surveillance adéquate. Les centrales nucléaires contemporaines intègrent les leçons tirées de Luçance. De multiples systèmes de refroidissement de secours empêchent les défaillances ponctuelles. La surveillance informatique détecte immédiatement les anomalies. La surveillance réglementaire exige un fonctionnement prudent et une réponse immédiate à toute anomalie. Les défaillances du joint hydraulique qui ont détruit le réacteur de Luçance déclencheraient un arrêt automatique dans les installations modernes. La Suisse a dépassé le stade de l'énergie nucléaire. Le gouvernement prévoit de supprimer progressivement tous les réacteurs nucléaires d'ici 2050. Les panneaux solaires et les éoliennes remplacent l'énergie atomique. Le pays qui rêvait autrefois d'indépendance nucléaire poursuit désormais l'autosuffisance en énergie renouvelable. L'enquête d'Andreas Fritzsche a révélé des vérités dérangeantes sur la surveillance nucléaire dans les années 1960. L'autorité de régulation était fragmentée. Les systèmes de sécurité étaient inadéquats. Les signaux d'alerte ont été ignorés. Son rapport a recommandé des changements fondamentaux dans la réglementation nucléaire qui ont influencé les protocoles de sécurité dans le monde entier. L'enquêteur qui a passé 10 ans à analyser la catastrophe nucléaire suisse a contribué à prévenir des accidents similaires ailleurs. Les déchets radioactifs de Luçance resteront dangereux pendant des milliers d'années. Le tritium a une demi-vie de 12 ans. D'autres isotopes persisteront beaucoup plus longtemps. La Suisse doit surveiller et entretenir les systèmes de stockage des déchets indéfiniment. Les accidents nucléaires engendrent des responsabilités permanentes. Aujourd'hui,
La vallée de Luçon semble tranquille. Des fermes et des vignobles entourent de l'ancien site nucléaire. Les enfants jouent dans des champs où les détecteurs de rayonnement enregistraient autrefois des niveaux mortels. Mais sous terre, scellés dans le béton et l'acier, les souvenirs du 21 janvier 1969 restent présents. L'impact politique s'étend au-delà de la Suisse. L'accident de Luçanz a influencé la réglementation nucléaire dans toute l'Europe. Les exigences de sécurité sont devenues plus strictes. Les procédures de contrôle sont devenues plus rigoureuses. La défaillance d'un petit réacteur a façonné la politique nucléaire internationale pendant des décennies. Les travailleurs du nucléaire du monde entier s'entraînent à des scénarios basés sur des accidents historiques. Luçanz nous enseigne à reconnaître les signes avant-coureurs et à réagir aux défaillances des équipements avant qu'elles ne deviennent catastrophiques. Le réacteur, qui était censé démontrer l'excellence de l'ingénierie suisse, nous enseigne plutôt l'humilité face aux risques de la technologie nucléaire. Si vous pensez que nous devons tirer les leçons de ces catastrophes pour en prévenir d'autres à l'avenir, pensez à vous abonner et à partager cet article. Chaque accident oublié est une leçon qui pourrait se répéter. L'expérience nucléaire de la Suisse s'est soldée par un échec, mais les connaissances acquises pourraient empêcher d'autres de commettre les mêmes erreurs. La caverne souterraine de Luçanz nous rappelle que même les systèmes les plus soigneusement conçus peuvent échouer lorsque le jugement humain faillit et que la nature intervient. L'atome exige le respect. Les conséquences de l'oubli de cette leçon restent enfouies sous la campagne suisse, se désintégrant lentement mais sans jamais disparaître véritablement. Certaines expériences laissent des cicatrices permanentes. Certains échecs résonnent à travers les générations. La question n'est pas de savoir si la technologie nucléaire est sûre. La question est de savoir si nous sommes assez sages pour nous rappeler pourquoi la sécurité est importante lorsque l'ambition et l'économie nous poussent à prendre des raccourcis. À Luçanz, la Suisse a appris cette réponse à ses dépens.